Le ministre de l'économie a annoncé en février dernier une coupe du budget de 10 milliards d'euros sur le budget 2024. La mission écologie, développement et mobilité durable est l'une des plus impactées, avec quelques 2 milliards d'économies exigées. Cette restriction budgétaire est très inégalement répartie entre les 10 programmes de la mission. Le programme 174, énergie, climat et après-mine, concentre à lui seul plus d'1 milliard d'euros d'annulation de crédits. En tant que sénateur de la Moselle, originaire du bassin houiller lorrain et bien au fait des difficultés sociales, sanitaires et environnementales de l'après-mine dans cette région, vous saisirez, je l'espère, ma profonde inquiétude. Je souhaiterais que vous m'indiquiez quels sont les crédits alloués à la gestion économique et sociale de l'après-mine, dont je crains qu'elle ressort particulièrement lésée de la politique d'austérité de votre gouvernement. Je rappelle à votre mémoire le rapport pour avis du Sénat qui soulignait déjà le caractère peu protecteur du budget dévolu à la gestion de l'après-mine du projet de loi de finances initial. Ces crédits doivent financer les dépenses sociales des anciens mineurs, mais aussi la dépollution du site de Carling-Saint-Avold et les contentieux de charbonnage de France. Nombreux sont les anciens mineurs victimes de maladies respiratoires et de cancers. Le tribunal de Metz croule sous les affaires de reconnaissance de maladies professionnelles ou de fautes inexcusables de l'employeur. Par ailleurs, le contentieux en cours relatif au déstockage du site Stocamine en Alsace est susceptible à lui seul d'accroître fortement les besoins de financement et de rendre insuffisant le calibrage de ces mesures budgétaires. L'annulation de crédits d'un budget déjà restreint ne va-t-il pas pénaliser davantage la vie de ces anciens mineurs qui luttent encore pour la reconnaissance de leurs droits et avoir en plus des conséquences directes sur la transition écologique des territoires miniers du Grand Est? Le 16 février dernier, j'ai visité avec le député Gérard Leseul et le maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol, la maison d'arrêt de Rouen, suite notamment à une alerte des organisations représentatives des personnels pénitentiaires. Cet établissement, qui a été construit en 1860, est dans une situation alarmante. Nous avons pu constater de nombreuses infiltrations, moisissures, mais surtout effondrement partiel de murs. Les pignons de plusieurs bâtiments menacent de s'effondrer, contraignant la direction à prendre des mesures d'urgence. Une cinquantaine de détenus ont été transférés. La section des mineurs fermée. De nombreuses cellules désaffectées. Plusieurs lieux importants des parcours de réinsertion, bibliothèques, foyers socioculturels, bureaux de l'éducation nationale, salles de sport, espaces de formation professionnelle, ateliers de métallurgie sont aussi fermés. La cuisine centrale est elle-même maintenant menacée. À cette situation critique s'ajoute une surpopulation carcérale, l'établissement étant, après le déplacement des détenus, toujours à 120% d'occupation, alors que le taux d'encadrement n'est, lui, qu'à 90%. Ceci crée, vous l'imaginez, une tension permanente. Pour rappel, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme le 6 juillet 2023 pour violation des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. Si la situation des prisons en France pose de grandes difficultés, il y a pour celle de Rouen une urgence absolue. Il ne s'agit plus de gérer les désordres au cas par cas, mais d'entreprendre une réhabilitation complète. Quelles mesures, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre Garde des Sceaux, entend-il prendre pour régler cette situation? Madame la Ministre, vous êtes conscient de la situation de cet établissement, mais malheureusement, les moyens mis en œuvre ne sont pas à la hauteur des besoins. Les travaux vont être faits, mais ils ne régleront pas la situation de fond. C'est une restructuration complète dont l'établissement a besoin, et une restructuration sur site et non une reconstruction, car cet établissement est situé idéalement à la fois pour les personnels et pour les familles, et nous attendons donc des décisions plus importantes que celles que vous venez de m'annoncer. Les dispositifs d'éducation à l'image qui ont été créés à la charnière des années 80-90 se sont installés dans le paysage éducatif. Chaque année, ils permettent à près de 2 millions d'élèves et d'apprentis de découvrir le cinéma, vous le savez, et de vivre une expérience artistique dans le cadre d'un projet de classe. Cependant, la rentrée 2023-2024 a marqué un tournant suite à 2 mesures dont les effets de bord n'ont pas été anticipés. Premièrement, le ministère de l'Éducation nationale a décidé de reporter la formation continue des professeurs hors temps scolaire, ce qui a réduit leur disponibilité pour participer au dispositif d'éducation à l'image. Parallèlement, les décrets des 8 et 9 août 2023 ont établi de nouvelles obligations concernant les remplacements de courte durée, lesquels ont contraint nombre d'enseignants à annuler les projections prévues avec les élèves. Ainsi, dans le premier comme dans le second degré, ces 2 réformes ont vraiment fragilisé la politique d'éducation à l'image. Dans certains rectorats, le nombre d'élèves qui bénéficiaient de cette éducation a été divisé par 2.
C'est un véritable échec et nous ne pouvons, je crois, nous résoudre à ce que cette éducation à l'image, qui est un pilier de l'EAC, s'effondre encore plus l'année prochaine. L'EAC, ce n'est pas seulement le pass culture, vous le savez. Ce qui fonctionne doit être vraiment préservé. Alors, Madame la Ministre, afin de ne pas répéter ces erreurs commises, que prévoyez-vous pour concilier formation et présence des professeurs devant les classes et soutien à cette politique d'éducation à l'image? Qu'entendez-vous mettre en œuvre pour garantir l'effectivité de ces dispositifs qui ont vraiment, depuis tant d'années, fait leurs preuves? Il y a un autre point qui est que cette décision du ministère de l'Éducation nationale s'est faite sans concertation avec les collectivités locales. Ce sont des partenaires essentiels, vous le savez, de ces dispositifs, et ça pourrait entraîner un désengagement de ces collectivités territoriales. Donc je vous le dis, Madame la Ministre, il y a urgence à trouver une solution pour la rentrée prochaine. Je crois que les recteurs sont en attente parce qu'on voit que ça pourrait avoir des effets vraiment désastreux sur ces dispositifs. Le 14 mars dernier, date du CDEN dans la Somme pour l'Académie d'Amiens, des classes et des écoles ont été sacrifiées. 47 classes fermeront et à Noyelles-sur-Mer, c'est l'école qui n'ouvrira pas ses portes à la rentrée prochaine. Si la mobilisation sans faille des élus, des syndicats, des directrices d'école, des directeurs d'école et des parents d'élèves a permis de limiter la casse, je ne peux que déplorer votre gestion comptable. Chaque année, vous faites de l'école une variable d'ajustement pour réaliser plus d'économies au détriment de nos enfants. Dans mon département, les difficultés sont encore plus présentes qu'ailleurs. Et nous peinons d'ailleurs à réduire l'écart avec le reste du pays sur le résultat du brevet, le résultat au bac, le taux d'accession aux études supérieures et puis bien évidemment l'indice de position sociale. Bref, tous ces indicateurs sont systématiquement inférieurs au niveau national. Et bien souvent, nous sommes derniers ou avant-derniers. À ces véritables carences du système scolaire, vous avez choisi de répondre par un écran de fumée. La rentrée se verra donc fond de tension et d'angoisse avec des fermetures de classes sur le simple constat d'une baisse démographique. Et en même temps, vous priorisez des sujets secondaires comme l'uniforme et le SNU. Pourtant, la baisse démographique est une opportunité que nous devons saisir. C'est encore plus vrai dans un territoire où le zonage des REP n'est pas assez ambitieux, avec encore trop d'écoles menacées de fermeture situées en QPV ou dans la ruralité avec un IPS dramatiquement faible. Ma question est la suivante. Comment comptez-vous remplir la promesse républicaine d'émancipation de nos enfants en continuant votre gestion comptable? Allez-vous revoir le zonage des REP actuellement? J'attends tout simplement, Madame la Ministre, une date, une méthode, une volonté politique. Écoutez, Madame, dans votre argumentaire, c'est non pas le choc des savoirs, mais le choc des chiffres. Vous utilisez à plusieurs reprises la baisse démographique comme argument. On parle d'enfants, pas de chiffres. Je me permets d'attirer votre attention sur l'un des aspects de la réforme du 100% santé, portant plus particulièrement sur les difficultés liées au calcul et au remboursement dans le secteur auditif. La réforme du 100% santé a permis une avancée dans la prise en charge par la sécurité sociale des dispositifs optiques, dentaires ou encore auditifs. Il permet de supprimer le reste à charge sur les appareils de première catégorie et cela doit être tout particulièrement salué. J'ai cependant été alerté par un certain nombre de praticiens de mon département du Loiret, notamment des audioprothésistes, au sujet de la complexité et des incohérences dans les différents calculs de remboursement pour les appareils de seconde catégorie. En effet, une personne atteinte d'une affection de longue durée, ALD, bénéficiant d'une prestation compensatoire du handicap, disposera d'un reste à charge plus important qu'une personne sans ALD. Par ailleurs, le secteur fait face à une augmentation très importante de la fraude, principalement causée par l'usurpation d'identité et la réalisation de faux actes, ce qui est véritablement un très grand problème, compte tenu notamment du coût que cela représente pour la sécurité sociale, plusieurs dizaines de millions d'euros pour la seule année 2023. Donc, compte tenu de cette situation, permet de vous solliciter pour vous demander, Madame les ministres, les mesures que vous envisagez, que le gouvernement envisage de prendre pour améliorer la prise en charge des personnes fragiles, tout en jugulant la fraude qui met en véritable difficulté l'ensemble de ce secteur. Merci Madame la Ministre pour ces éléments. Il y a effectivement un enjeu, compte tenu de l'avancée que ça représente, et vous l'avez tout à fait dit, pour les personnes qui sont concernées par cela. Merci pour ces éléments et je pense que la vigilance, elle s'impose en effet et nous serons particulièrement attentifs à tenir des éléments, y compris d'évaluation de l'ensemble des mesures que vous avez bien voulu indiquer. Les coupes rases en forêt font l'objet de controverses particulièrement fortes ces dernières semaines
Des associations alertent sur leur multiplication, leur impact. Plusieurs médias ont traité le sujet à des heures de grande audience. Des riverains sont allés jusqu'à bloquer des chantiers. Les demandes d'encadrement font suite à la publication de l'expertise du CREF, commandée par le ministère auquel vous êtes rattaché et par le ministère de l'Agriculture. Cette expertise souligne notamment les effets néfastes de ces pratiques pour les sols et le microclimat forestier. Elle indique également que plus les coupes rases sont grandes, plus l'impact sur la biodiversité est élevé. Étant donné que le puits de carbone en forêt française a été divisé par 2 au cours des dernières années et que 27% des espèces forestières françaises sont menacées ou quasiment menacées selon l'IGN, il apparaît en effet prioritaire d'encadrer celle-ci et de mettre en avant la sylviculture mélangée à couvert continu. Cette pratique permet de récolter du bois de qualité en alliant les enjeux économiques et environnementaux. 2 propositions de loi récemment déposées à l'Assemblée nationale envisagent des mesures en ce sens. Le président de la République a annoncé vouloir planter 1 milliard d'arbres d'ici 2032 pour faire face au changement climatique. Au-delà de l'effet de communication, c'est une véritable politique pour favoriser l'adaptation des forêts qui doit être bâtie avec tous les acteurs. Monsieur le ministre, le règlement européen sur la restauration de la nature a été adopté le 27 février. Comment comptez-vous appliquer ce règlement, notamment pour la restauration des écosystèmes forestiers? Soutenez-vous les textes déposés dernièrement pour encadrer les coupes rases? Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Simplement, ma question, elle portait sur comment comptez-vous appliquer le règlement qui a été adopté au niveau européen le 27 février. Voilà, et il y aura un indicateur dans le temps qui mesurera toutes les choses, c'est les conséquences sur la biodiversité, au-delà des effets d'annonce qui ne peuvent pas compenser l'action. La loi du 27 décembre 2019 permet aux communautés de communes de déléguer par convention tout ou partie des compétences eau, assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines à une commune ou à un syndicat infracommunautaire existant au 1er janvier 2019. Des communes exercent actuellement la compétence eau et assurent via des conventions la production par captage puis la fourniture d'eau potable pour plusieurs autres. C'est par exemple le cas de la commune de Villelongue dans les Hautes-Pyrénées qui, grâce à 6 sources captées, assure la fourniture d'eau potable pour ses habitants et ceux des 3 autres communes voisines. Cela représente en tout 2070 habitants. Ces conditions d'organisation de distribution d'eau potable sont régies par des conventions entre ces communes. Cette situation locale et ses modalités de gestion donnent entièrement satisfaction aux élus locaux. C'est la raison pour laquelle la perspective du transfert obligatoire des compétences eau potable et assainissement aux EPCI au 1er janvier 2026 les inquiète. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer que ces modalités de gestion pourront perdurer par conventionnement avec l'intercommunalité au-delà de cette date? Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse qui me convient parce que pour beaucoup de communes, les services de l'eau répondent d'abord à une logique géographique de bassin versant, une réalité parfois éloignée des frontières administratives des EPCI. C'est particulièrement le cas en montagne, mais aussi dans des territoires où l'habitat est dispersé et la densité de population est faible. Les difficultés que pose ce transfert obligatoire prouvent bien la réelle complexité pour cadrer avec les besoins et les spécificités des territoires. Et ainsi, dans certains cas, c'est bien la commune qui reste l'échelon le plus pertinent pour l'exercer. Pour ces territoires, cette compétence, elle doit rester optionnelle ou, à minima, comme vous l'avez dit, pouvoir par conventionnement être effective, entièrement déléguée aux communes. J'ai reçu à ma permanence récemment des responsables de centres sociaux, présidents de centres sociaux qui, comme vous le savez, sont des gens bénévoles qui consacrent beaucoup de temps à leurs responsabilités qui sont conséquentes puisque ce sont des gens qui, bien que bénévoles, sont des employeurs, sont des responsables économiques, responsables du budget et qui sont responsables des objectifs définis par leur conseil d'administration. Ces présidents de centres sociaux sont venus me voir en me disant alerte, on est dans une situation financière et les uns et les autres qui est absolument catastrophique. La CAF a effectivement, à travers des conventions d'objectifs, amélioré 2023-2027, amélioré un petit peu la situation, mais les collectivités locales sont régulièrement sollicitées pour mettre la main au pot et elles sont conscientes
du rôle que jouent les centres sociaux et elles n'hésitent pas à mettre de l'argent quand elles peuvent pour abonder les budgets. Mais tout cela ne suffit pas à rassurer les dirigeants et les salariés des centres sociaux qui tirent vraiment l'alarme tirent l'alarme parce que ces centres sociaux ont aussi une mission auprès des populations les plus précaires, les plus défavorisées, qui sont en attente du soutien dont ils ont besoin et que les centres sociaux leur fournissent. Donc je voulais vous demander, monsieur le ministre, comment peut-on mettre en place une politique cohérente économique dans le temps qui permette à nos bénévoles de remplir totalement leur mission auprès des salariés afin que dans nos populations rurales, mais aussi dans les populations de quartier, les centres sociaux puissent sereinement remplir totalement leur mission. Monsieur le ministre, le temps est compté. Simplement vous dire que les centres sociaux existants aujourd'hui sont en grande difficulté. Donc que l'on crée de nouveaux centres sociaux, c'est très bien, c'est avoir pris la mesure de leur importance, mais je pense qu'il faut avoir non pas des aides ponctuelles, mais une vraie stratégie, une vraie politique qui dans le temps donne de la vision à nos bénévoles dans les centres sociaux pour rendre le service le meilleur auprès des populations.